Bonjour à tous, très ravi de vous retrouver pour cette édition de la mi-journée. Tout de suite les titres. La ferme Swami Agri de Mbane, pionnière dans la production de pommes de terre, près de 60% de la demande du marché national cultivée dans ses périmètres. Le directeur de l'horticulture était en visite sur le site. Et nous irons dans cette édition à Tambacounda où la forte chaleur fait l'affaire des frigoristes et autres fabricants de caisses de glace artisanales, réparation de réfrigérateurs, ventilateurs, entre autres activités qui marchent bien à ce moment. Nous ferons le point avec Tidiane Cissé. Entre 2007 et 2023, le Sénégal a perdu 12 de ses forêts, un désastre attribué à l'intervention humaine. Une étude récente révèle pourtant des signes encourageants de la conservation forestière sur le territoire national. Évaluation de l'état des forêts au Sénégal à suivre dans la rubrique Vue de près. Bienvenue à tous. Le directeur de l'horticulture était en visite à Mbane, dans la région de Saint-Louis, précisément dans la ferme de Swami Agri, pour constater l'état de la production de pommes de terre. La ferme, à elle seule, cultive près de 60% de la demande du marché national. Plusieurs variétés de semences sont également produites pour renforcer le capital semencier et réduire la subvention de l'État, compte rendu Abdouad. La pomme de terre, une denrée très utilisée dans nos différents menus. Les Sénégalais consomment en moyenne 100 000 tonnes chaque année. Près de 60% de la production proviennent des terres de Mbane dans la région de Saint-Louis. Un travail réalisé par un acteur clé de la filière, Swami Agri. Le directeur de l'horticulture a visité la ferme, l'occasion pour lui de faire le point sur la production de pommes de terre. On est tout à fait rassuré par rapport à l'atteinte des objectifs qui était fixé cette année, fixé dans la stratégie de souveraineté alimentaire, qui a été élaborée pour la période 2024-2028. Donc ça, c'est un élément d'information que nous avons eu en visitant le site. Selon les prévisions de cette année, la production de la ferme va atteindre 100 000 tonnes, dont 85 000 destinées à la consommation. La grosse difficulté des producteurs reste la conservation. Les pertes post-récolte sont estimées à 30% dans la zone des Niayes. Dans cette ferme, elle avoisine les 6%. Swami Agri dispose de 7 chambres froides pouvant stocker jusqu'à 11 000 tonnes. La pomme de terre exige de bonnes conditions de conservation à des températures comprises entre 6 et 8 degrés Celsius. Vous savez que cette production ne peut pas être consommée en même temps. Je vous ai dit que la consommation est de 10 000 tonnes par mois. Ils avaient 7 chambres froides, dont une à Diamniadio. Ils sont en train d'en construire une 8e. Donc, on est également rassuré pour la conservation, pour le cadre de la pomme de terre. Swami Agri produit 14 000 tonnes de semences locales, dont 5 000 sont destinées à la zone des Niayes. Ils peuvent produire ici des semences, les mettre à leur disposition, leur donner de l'engrais, mais aussi préfinancer leur campagne et racheter la production. Ils peuvent signer des contrats de production de semences avec les petits producteurs, avec des parcelles semencières, où des producteurs ne feront pas de la pomme de terre de consommation, mais ils ne feront que des semences. La pomme de terre est une spéculation cultivée au Sénégal depuis très longtemps, mais il faut le dire que nous sommes dépendants, aussi bien au niveau de la production de semences, mais aussi dépendants au niveau de la consommation. Ce que nous avons vu ici nous vraiment donne espoir que demain le Sénégal peut être autonome en termes de production semencière, mais aussi en termes de pommes de terre de consommation. La subvention de l'État sur les semences s'élève à près de 14 milliards de francs CFA. Le développement de la filière semencière va réduire significativement cette enveloppe. C'est une fuite de devises. Ça contribue à déséquilibrer notre balance commerciale, mais surtout, ça expose la filière ici au Sénégal. Parce qu'on a vu la Covid. La Covid est arrivée un 2 mars 2020 au Sénégal. Mais il suffisait qu'elle arrive un 2 octobre 2019 pour qu'on n'ait pas de pommes de terre, de campagne de pommes de terre du tout. Nous gagnons avec cette production de semences locales à plusieurs points de vue. Au niveau de la subvention, le gain peut être orienté vers les autres investissements de base comme l'éducation, la santé. Et entre autres, nous assurer la sécurité. Dans le cadre de la constitution du capital semencier, 6 variétés de pommes de terre sont déjà homologuées.
8 autres sont soumises à des tests. Nous restons dans le secteur de l'horticulture pour aller à la rencontre de cet ancien étudiant de l'université Gaston Berger de Saint-Louis, son nom Amadouka, qui a quitté les amphithéâtres pour les vastes étendues de terre fertile de Fass Boye dans le département de Tivaouane. Héritier de la passion familiale pour l'horticulture, il réalise aujourd'hui un chiffre d'affaires de 20 millions de francs CFA par saison. Lamine Touré l'a rencontré. Le cheval, moyen de déplacement approprié pour se rendre dans les périmètres agricoles situés près de la côte ouest du pays. Et c'est à Betet 2, un des hameaux de Fass Boye, où nous nous sommes rendus à la rencontre d'un jeune producteur maraîcher à 150 km de Dakar. Diplômé en géographie, Master 2, option espace et société rurale à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, Amadouka était d'une lucidité sans équivoque quand il fallait faire ce choix. Tout au début, je n'y croyais pas au champ, franchement. Mais après avoir échoué une fois à l'ENA et après encore tenter la douane et ça n'a pas marché, je me suis raccroché et dit pourquoi pas ne pas revenir à la terre et cultiver, faire comme mes prédécesseurs quand même, puisqu'ils s'activent ici depuis belle lurette et ils s'en sortent, pourquoi pas moi. Un retour difficile puisque ce jeune producteur horticole de 34 ans n'avait pas de moyens à la hauteur de ses ambitions. Ici, la maîtrise de l'eau, la salinisation des terres comme le foncier demandent une certaine assise financière. Amadouka était obligé de contracter un emprunt agricole pour démarrer ses activités de production de pommes de terre. C'est un financement qui dure 6 mois. Oui, c'est un financement d'accompagnement. On te donne et au bout de 6 mois, tu rembourses. Le financement au départ, ce n'était pas beaucoup, c'était aux 500 000. Puisque c'était un débutant, il n'avait pas une vraie confiance en moi parce que je venais simplement de débuter. Parce qu'il y a beaucoup d'échecs pour les emprunts agricoles et autres choses. Par souci de prudence, ils m'ont octroyé 500 000. Mais ces 500 000-là m'ont sauvé en quelque sorte. Aussi, j'ai pu démarrer, faire des cultures sur un même espace, faire de la carotte et mettre du navet là-dedans. J'espère que vous avez compris ce que je viens de dire. Si. Après, au bout de 1 mois, 20 jours, 2 mois, tu fais la première récolte et il reste la carotte. Au bout de 3 mois, après tu récoltes, sur un même espace, tu récoltes 2 fois. Après chaque campagne, Amadouka remet à jour ses vieilles habitudes intellectuelles et certifie ses comptes. Au bout de 12 mois, je prends mon cahier de gestion et je fais le calcul là, les dépenses et tout ce qui y a à faire. Et ça tourne autour de 15 voire 20 millions actuellement. 20 millions de francs CFA de chiffre d'affaires dans cette exploitation d'un hectare de pommes de terre. Cela peut susciter de l'intérêt pour les jeunes de la localité de Fass Boye qui s'adonnent très souvent à l'immigration clandestine vers l'Europe. Mais la zone des Niayes est à sauver de la salinisation et d'autres problématiques qui impactent de manière négative son potentiel horticole. C'est une véritable catastrophe, je dirais une problématique au niveau de la zone des Niayes. Surtout nous qui sommes en Betet. Aujourd'hui, on assiste à une dégradation des ressources naturelles, l'affaissement de la nappe phréatique dû aux multiples motopompes qui sont installées de part ça et là, mais aussi l'avancée de la mer avec pas mal de problèmes environnementaux qui rendent aujourd'hui l'agriculture très difficile à gérer. Surtout ce que vous avez énuméré. Vous avez énuméré la question liée à l'accès aux fonciers. C'est un véritable casse-tête pour tous ceux qui sont au niveau de la zone des Niayes. Parce qu'on est dans ce qu'on appelle dans une zone forestière par là, à quelques dizaines, voire centaines de mètres au nord, c'est une zone de restauration, c'est géré par les engins eaux et forêts. On peut s'occuper des cuvettes, mais pas pour faire des extensions. On ne nous autorise pas pour faire des extensions. La question des intrants est aussi nécessaire dans la bonne tenue des cultures. En agriculture, celui qui l'appuie, surtout ceux qui sont ici dans cette zone-là, il faut leur donner de l'engrais à temps, c'est-à-dire dès le début de la campagne, au mois de septembre, au plus tard octobre. Mais jusqu'à présent, le quota d'engrais n'est pas accès. Le quota est disponible, mais il n'est pas encore délivré ça. Regardez, on est au mois de février. Oui. Et chez vous, quand on parle de campagne agricole, c'est combien de mois? Nous on n'a pas de campagne, on cultive toute l'année. Amadouka pratique l'élevage au-delà de l'agriculture, une passion que porte cet ancien pensionnaire de l'UGB.
À BT2, ils sont nombreux à s'adonner à l'agriculture. Dans ce champ de carottes, Mamadouka s'y active avec les moyens de bord, une vieille motopompe et une méthode d'arrosage pas du tout facile à manœuvrer. Mais l'essentiel est de veiller sur sa production qu'il va bientôt mettre sur le marché. Direction le Sénégal oriental où la chaleur a fini de s'installer à Tambacounda, une période où les frigoristes et autres fabricants de caisses de glace artisanales font de bonnes affaires. Tidiane Cissé est allé à la rencontre de ces artisans qui sont très sollicités en ces moments de canicule à Tambacounda. Reportage. Dans cet atelier de réparation situé au quartier Médina Koura de Tambacounda, nous avons d'abord eu droit à une petite séance d'explication pour nous permettre de comprendre la complexité du travail dans l'entretien de frigo. Ça, c'est le filtre qui filtre le gaz, qui le rend fin pour avoir de la givrure à l'intérieur. Ça passe par le capillaire. Même en médecine, il y a le capillaire, là où passe le sang. Nous aussi, ce capillaire, c'est là où passe le gaz fin. Une fois que le gaz est tamisé par le filtre, alors ça tamise le gaz se transforme en neige. C'est un métier alternatif. Ça fonctionne selon le temps. Nous avons 2 saisons, la haute saison et la basse saison. La haute saison commence au mois de mars, avril, mai, juin, juillet, août. Septembre, octobre, novembre, c'est la fraîcheur. C'est ce qu'on appelle donc la basse pression. Ça, c'est la basse saison. En cette période de l'année, ces frigoristes sont très sollicités à Tambacounda, ce qui s'explique par l'installation de la chaleur qui dure une grande partie de l'année. Le panache de ventilation, on prend une bobine, on doit changer la bobine, ça coûte 7 000 ou 8 000. Ouais. Ce clim, par exemple, les charges de gaz, c'est un nombre de 15 000 ou 17 500 ou 20 000, ça dépend. Ça dépend des clients. Oui, des fois, il y a de l'argent. Des fois. Dans la période de chaleur, il y a de l'argent, oui. Ouais, ça marche très bien. Les climatisations, tout ça, les ventilos, tout ça. Ouais. Pendant la chaleur, le prix est cassé parce qu'il y a trop de frigoristes. Il y a les nouveaux arrivistes qui n'ont aucune responsabilité, ils cassent le prix. La main-d'œuvre est médiocre. Donc nous vivons. Ce n'est plus comme autant. En plus des frigos, le Vion-Balo et ses apprentis font également l'installation électrique et la climatisation. S'il y a bien des gens qui aiment cette forte chaleur en ce moment, ce sont ceux qui s'activent dans ce secteur. Oui, ça nous va très bien aussi. Très bien. Ouais. On ne se sent pas tranquille. Il y a toujours des déplacements. Même aujourd'hui, je viens de Bala comme ça. C'est le métier qui nous pousse à aimer la chaleur. C'est la raison pour laquelle nous aimons la chaleur, mais ce n'est pas notre organisme qui le demande. Non, c'est le métier qui le demande. Oui, l'organisme ne le demande pas. Nous aimons vraiment vivre comme à Dakar. Surtout actuellement, il y a le mois de carême qui arrive. À côté de ces frigoristes, la période de chaleur reste aussi propice pour ces artisans qui fabriquent ces caisses, des caisses qui sont destinées à garder au froid et à transporter les morceaux de glace très prisés en ce moment dans la région. Ça, c'est une commande d'un client de la Guinée. Il a commandé 7 caisses. Je dois les livrer d'ici mardi. Moi, j'ai des clients à Velingara, à Kolda et en Guinée. Moi, mes clients, ce sont ceux qui conduisent les tricycles, les marailleurs et ceux qui s'activent dans le business de la glace. Ces caisses peuvent servir à beaucoup de choses. Moi, j'ai des clients jusqu'à Goudiri. Cette période faste pour les frigoristes et autres artisans est donc partie pour durer très longtemps, car la période de chaleur dans la région de Tambacounda peut durer jusqu'à 8 mois, voire plus. À Pikine, Guédiawaye, un havre de réhabilitation, accueille des jeunes en quête de rédemption. Confiés par décision juridique, ces mineurs et adolescents ayant dévié sous le poids des circonstances trouvent ici une voie vers la réinsertion. Ces jeunes bénéficient de formation dans ces centres de sauvegarde. Ibrahim Ndong. Il excelle dans son métier de rêve
Ibrahima est à sa dernière année de formation au centre de sauvegarde de Pikine-Guédiawaye. Ici, il évolue dans la section menuiserie bois, un centre qu'il a intégré en 2019. Nous faisons tout pour réussir dans ce métier. Il suffit de respecter les consignes et de se concentrer pour aller de l'avant. J'ai commencé ma formation dans ce centre depuis 2019. Je m'apprête à passer mon examen de sortie cette année. Après l'obtention de son diplôme, ce jeune va mettre en place son propre business. A précisé que dans ce centre, la formation ne peut pas dépasser 3 ans. La durée de formation est de 3 ans pour la plupart du temps. Donc, le séjour au niveau du centre ne peut pas excéder plus de 4 ans. Donc, au bout de 4 ans, l'enfant doit être en mesure d'avoir une attestation de fin de formation. Parce qu'ici, il y a diverses filières. Il y a la tapisserie, la sérigraphie, le froid climatisation, les métiers de l'automobile, la fonderie d'art et la menuiserie métallique. Preuve que le centre offre une large palette de choix aux mineurs et aux jeunes majeurs de moins de 20 ans. Il y a aussi un bloc scolaire qui regroupe le moyen et le général. Mais comment les enfants sont admis dans ce centre? Le centre de sauvegarde de Pikine accueille des enfants qui sont confiés par décision judiciaire qui bénéficient d'une ordonnance de garde provisoire. Donc nous travaillons en collaboration avec les services AEMO environnants, à savoir l'AEMO de Pikine, l'AEMO de Guédiawaye et les autres structures de des AEMO de Dakar. AEMO ou Action éducative en milieu ouvert, un service sous tutelle du ministère de la Justice à vocation sociale, judiciaire et éducative. La vocation éducative, ça concerne les enfants en danger, tous les enfants en danger qui sont non scolarisés, qui souffrent d'une manière ou d'une autre des circonstances dérisoires sur la santé, la moralité ou l'éducation. Il y a aussi les enfants victimes, les enfants qui ont commis des infractions qualifiées crimes ou délits. Donc ces enfants-là aussi, avec le tribunal pour enfants, les AEMO assistent aux audiences pour leur apporter assistance et orientation. Un travail noble qui nécessite plus d'accompagnement du côté des bonnes volontés, mais aussi des pouvoirs publics. Le travail de l'AEMO, de la direction de l'éducation surveillée de la protection sociale est à saluer, parce que c'est des acteurs clés du système de protection de l'enfant. Et vous savez, nous devons tirer ou apprendre des leçons de cette situation. Quand vous prenez les AEMO du Sénégal, notamment l'AEMO de Pikine, Rufisque, etc., mais ils ont des problèmes de logistique. Nous travaillerons à ce que l'État réfléchisse à doter les AEMO de logistique, notamment de véhicules. En attendant que leurs conditions de travail soient améliorées, les responsables des différentes structures sont toujours prompts à apporter soutien et réconfort aux enfants, une couche considérée comme vulnérable. À présent, la rubrique Vue de près qui s'intéresse à l'évaluation de l'état des forêts au Sénégal. Entre 2007 et 2023, le pays a vu disparaître 12 de ses forêts, un désastre largement attribué à l'intervention humaine. Malgré ce tableau sombre, un rapport récent révèle des signes encourageants pour la conservation forestière sur le territoire national. Et c'est Lamine Touré qui nous en parle. Des ressources naturelles forestières, le Sénégal est bien fourni malgré l'avancée du désert dans sa partie nord. Elles font souvent l'objet d'inventaires dans les 6 zones écogéographiques du pays. Ces unités mobiles des eaux et forêts travaillent à répertorier ce patrimoine, un domaine stratégique spécifié dans le Code forestier de 2018. Dans son quartier général, le colonel-major Babacar John explique cette classification. Le Code forestier reconnaît dans les définitions, on parle de domaine forestier protégé et de domaine forestier classé. Et le domaine forestier classé, c'est le domaine forestier de l'État. Parce que le domaine forestier national est constitué de ce domaine forestier protégé et du domaine forestier classé. Le domaine forestier classé, c'est tout ce qui est forêt classée, parc, réserve naturelle communautaire, réserve naturelle intégrale, réserve spéciale et tout ce qui est AMP, le domaine classé. Et le domaine protégé, c'est toutes les forêts relevant de la compétence des collectivités territoriales, donc notamment les communes, actuellement avec la communalisation intégrale. Ce patrimoine d'ensemble est évalué de manière scientifique. Le dernier recensement date
de mai 2023. Le travail a été fait au niveau de 208 placettes. C'est des unités d'échantillonnage qui sont réparties à travers le pays au niveau des 6 zones écogéographiques. Et ces 208 placettes sont constituées de 52 grappes. Et cela, tous les paramètres dendrométriques ont été mesurés, aussi bien les diamètres, la hauteur et les espèces identifiées. Et cela nous a permis, mais également les stocks de carbone ont été calculés. Et ça nous a permis de voir entre 2007 à 2023 comment les forêts se comportent. Un travail de terrain qui a permis d'établir l'état des forêts au Sénégal. Des pertes et des acquis sont consignés dans un rapport destiné aux décideurs politiques et aux partenaires techniques et financiers. De ces 208 placettes permanentes, nous avons 12 placettes qui ont été converties en habitation, en carrière ou bien en champ de culture. Mais il y a 173 qui sont restés forêts sur les 208 placettes. Il a été noté que les stocks de carbone ont diminué de 5,6 tonnes de carbone par hectare. Et cela, c'est lié à un certain nombre de facteurs de dégradation, notamment les feux de brousse, les coupes abusives, les élagages et émondages irréguliers menés par les pasteurs, mais également cette reconversion de parcelles forestières à d'autres usages. Des placettes converties en habitation s'y ajoute une baisse des stocks de carbone à hauteur de 5,6% par hectare. Cela suscite naturellement des craintes dans un contexte de dérèglement climatique persistant, mais le nombre d'individus a tout de même connu une hausse selon le dernier rapport. Nous avons également le nombre d'individus qui a augmenté. C'est passé de 609 à 619 individus à l'hectare. Pour dire que donc on a en termes d'effectifs un plus grand nombre d'arbres. Et cela également est constaté au niveau de la régénération, des arbres qui ont un diamètre réduit. Et si on a une bonne régénération, ça montre que la forêt demeure. Il y a donc espoir de dire qu'on peut continuer à avoir nos ressources forestières. Le plan Sénégal émergent vert entre dans cette perspective et restaurer et valoriser ce patrimoine forestier national. Et focus à présent sur le parc national de Nyokolokoba, caractérisé par l'ensemble des écosystèmes typiques de la région de Tambacounda. Il s'étend sur plus de 9000 km² et offre une biodiversité unique. Ce parc est l'une des plus importantes réserves animales et végétales de l'Afrique de l'Ouest, nous dit Tidia Cissé. Le parc national de Nyokolokoba est situé entre les régions de Tambacounda, Kédougou et Kolda. Ce patrimoine mondial de l'UNESCO est d'une importance biologique, écologique remarquable. Le Nyokolokoba est un site de patrimoine mondial d'abord, parce qu'un parc à haute intensité de biodiversité, une forte richesse de biodiversité dont on compte, pour quelques exemples, 80 espèces de mammifères, 300 espèces d'oiseaux, plus de 60 espèces de poissons. Donc c'est une zone où il y a beaucoup d'animaux, une forte densité de biodiversité. Et 1500 espèces de plantes à fleurs, on les retrouve ici à l'intérieur du parc national de Nyokolokoba. Nyokolokoba, c'est la nature à l'état pur qui offre plusieurs sites touristiques à visiter. La Marouini, par exemple, est un endroit qui permet aux visiteurs d'observer les animaux dans leur environnement naturel. On a trouvé beaucoup d'animaux. On a trouvé les antilopes. Et surtout, nous avons trouvé des coqs de buffon, des coqs de fassa. Et nous avons trouvé aussi des animaux, des phacochères. Mais surtout, nous avons trouvé aussi des oiseaux en bas. Vous avez vu ces oiseaux blancs, c'est les hérons blancs. Il faut dire que le parc est fréquenté. Mais bon, on a vu qu'il y a une baisse avec la Covid-19 qui est passée il y a quelques années. Il y a une baisse de visiteurs. Mais par exemple, l'année passée, on a vu une remontée des entrées au niveau du parc. Donc ça dénote tout simplement que l'intérêt commence à revenir et que les gens commencent à recevoir beaucoup de touristes au niveau du parc. Cet intérêt des visiteurs se mesure bien sur le terrain, car depuis la fin des confinements dus à la Covid-19, les touristes étrangers sont de retour dans le parc. C'est la première fois que je suis au Sénégal et c'est la première fois à Nyokolokoba. Et comment vous trouvez déjà Nyokolokoba? Ah mais c'est magnifique, hein. Ah bon, vous vous plaisez? On se plaît, c'est rempli de nature, c'est très relaxant et en même temps c'est proche de l'environnement naturel, c'est très bien. C'est ce que vous recherchez, vous? Oui, tout à fait.
Déconnexion. Une déconnexion, relax et puis la beauté. J'aime trop et puis c'est pour ça que je fais découvrir à mes amis. C'est la deuxième fois que je ramène des gens au Sénégal pour faire découvrir. Et voilà, c'est important quand même. Là. On est parti du froid de la Belgique pour venir au chaud ici au Sénégal, on aime ça. Cette période hivernale est particulièrement appréciée des touristes occidentaux. À Cimenti, par exemple, cette famille belge vient d'arriver. Alors, ils nous ont expliqué que c'était la seule période où c'était possible de visiter, parce que soit avant il y a trop d'eau, soit après il fait vraiment beaucoup trop chaud, si j'ai bien compris. Donc c'était le bon créneau pendant les vacances scolaires. Le climat ne dérange pas trop. On a chaud, mais ça va. Les enfants Les enfants ont chaud aussi. Ça va, ça dépend. On va manger, on va faire une sieste, on va retourner aller voir les animaux dans le parc. La panthère, l'éléphant, le scorpion, le serpent, le lion et les singes. Malgré son importance, le parc national de Nyokolokoba est aujourd'hui confronté à plusieurs difficultés qui menacent sa faune et sa flore. C'est dans tous les parcs du monde. Il y a le braconnage, effectivement, mais on a développé des stratégies qui nous permettent un peu de réduire un peu cette pression au niveau du parc. Mais il y a également l'élevage, en fait, qui continue à faire des infiltrations à l'intérieur du parc. Vous savez, le contact entre la faune sauvage et la faune domestique, puis il peut y avoir des transmissions de maladies zoonotiques. Il y a également le phénomène d'orpaillage qui se développe de plus en plus dans la région de Kédougou. Et régulièrement, nous menons des patrouilles de sécurisation tant à l'intérieur du parc avec l'ensemble des dépenses de sécurité sous l'égide de la zone militaire numéro 4, mais également nous faisons aussi des sorties au niveau des zones frontalières. Sites touristiques, variétés culturelles, artistiques, linguistiques, les potentialités touristiques du Sénégal oriental sont diverses et variées. Aujourd'hui, les acteurs du tourisme sont convaincus que la promotion de cette destination peut faire du tourisme le moteur de l'économie locale. Et au chapitre religion, le Magal de Darou Mourti va se tenir cette année, le 26 février prochain. Cet événement religieux célèbre les retrouvailles historiques entre Mame Thierno Birahim Mbacké et Serigne Touba Khadimoul Rassoul. À cette occasion, un comité régional de développement a rassemblé toutes les autorités de la région de Louga, à signe de l'importance et de l'ampleur des préparatifs. De Sakine. Autour du gouverneur de région, il y avait d'autres autorités administratives, des représentants de collectivités territoriales, des chefs de service. La rencontre a permis d'aborder tous les aspects liés à l'organisation du Magal de Darou Mourti. Sur le plan sanitaire, des questions relatives à l'hygiène, à l'hydraulique, à l'assainissement, entre autres, ont été soulevées. Et tous les services qui sont présents ont pris l'engagement de prendre toutes les dispositions nécessaires pour une bonne organisation de l'événement. Et là, comme mesure globale, nous avons demandé d'abord aux services techniques de respecter les engagements qui ont été pris. Le discours du chef de l'exécutif régional rassure le comité d'organisation. Nous nous réjouissons de la bonne tenue de ce CRD. Madame le gouverneur a dirigé les travaux avec sérénité dans le plus grand respect. Nous nous félicitons de tout ce qui a été fait entre les chefs de service et le comité d'organisation. Nous sommes rassurés. Le gouverneur a exhorté le suivi des engagements afin d'anticiper sur d'éventuelles difficultés. Le 26 février 2024 est la date retenue pour la célébration du Magal de Darou Mourti. Voilà, c'était tout pour cette édition de la mi-journée. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve tout de suite après pour l'édition à Wolof. À tout à l'heure.